Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de la 27e journée de Ligue 1. Monaco qui se voyait recevoir nos voisins niçois, venus en masse en scooter évidemment. 27e journée de Ligue 1 et cette victoire donc de Monaco dans le derby, 2-1. Et pour évoquer ce match, je suis en compagnie de Patrice. Salut Pat. Salut à tous. Ça fait du bien, très clairement, de démarrer, tout simplement de renouer avec la victoire dans des gros matchs. C'était la trêve internationale et donc on retrouvait notre bonne vieille Ligue 1 pour cette dernière ligne droite. Ça y est, on rentre dans le sprint final et tout de suite un gros match à négocier avec ce derby qui voyait le 3e et le 4e ex-aequo, égalité de points s'affronter. Et donc je le redis, victoire ô combien importante pour ce sprint avec cette victoire 2-1. Pat, on va direct attaquer avec les traditionnels j'aime pas. Sur quoi tu as envie de revenir? Au-delà de la victoire dans un derby et du fait qu'on réussisse à choper la 2e place que tous nos adversaires perdent, que surtout j'ai aimé que je retiens de ce match, c'est l'envie qu'on a mis dedans. Ça fait plaisir de voir les joueurs avoir autant d'envie d'aller chercher ce résultat, d'avoir cette hargne. On a vraiment senti que c'était un derby, que ce soit sur le terrain, sur l'engagement qu'ils ont pu mettre, sur le pressing pendant tout le match. Même moi, j'étais le premier à dire que mon deuxième mi-temps, on allait s'effondrer, parce que physiquement, on a du mal à tenir ces temps-ci. Pourtant, non, on a continué sur tout le match. Les réactions des joueurs sur les bancs jusqu'à la fin du match, Kerrer qui harangue la foule et tout, on s'en sent vraiment que il y avait cette volonté de gagner ce match parce qu'au classement il fait quand même du bien, mais surtout envie de gagner le derby, et ça fait très très plaisir. Et après le j'aime pas, il n'y a pas grand chose à noter dans ce match quand même. On verra qu'on évoquera les flops. Mais voilà, ce que je vais retenir, moi, surtout, c'est ce but, encore une fois. Alors, c'est pas un cadeau, mais on en est quand même pas loin. Parce que Boga, il est vraiment tout seul. Il n'y a pas un joueur autour de lui à 3 mètres. Il a tout le loisir qu'il veut pour placer sa tête. Et donc, du coup, de mettre le but. Et ça, à un moment donné, c'est pas possible. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. On va faire que des confrontations directes. On ne peut pas offrir des buts comme ça à nos adversaires. Il faut vraiment qu'on soit un peu plus sérieux dans le marquage. On y reviendra lorsqu'on évoquera les buts, mais je veux pas légitimer, mais il y a quand même c'est après un corner, c'est une phase en 2 temps, c'est un peu compliqué, je pense, les joueurs avec le cul un peu entre 2 chaises, mais oui, je suis entièrement d'accord. Mais c'est la seule fois où Nice avait autant de joueurs présents dans la surface. On n'y revient pas, par contre, je me permets juste par rapport à ton j'aime, au fait, à cet aspect derby, cette ambiance derby. Alors oui, dans le mindset, dans le comportement des joueurs, en tout cas clairement. Après, je trouve que ça a manqué un peu d'étincelle. Heureusement, j'ai eu mon petit carton rouge quand même pour répondre favorablement à mon prono. Mais ça a manqué un peu. Il n'y a pas eu d'animosité vraiment. Moi, j'ai trouvé quand même que si ça rentrait un peu dans l'art et tout, même plus côté monégasque que niçois. J'ai trouvé vraiment qu'ils étaient quand même bien présents dans les duels. Sans aller trop loin dans le derby de dire je veux faire mal à l'adversaire, c'est pas ce qui m'intéresse forcément. Il n'y a pas eu de mauvais gestes. Il y a Mika Biarrette que je vois bien en Stalker aussi qui parlait beaucoup. Mais ok, d'accord. Moi de mon côté, ce que j'aime, c'est finalement que le football a gagné hier soir et fort heureusement. Et ça rejoint un peu ce que tu dis dans le comportement des joueurs, c'est-à-dire que là on a vraiment fait un bon match de A à Z. Pour moi, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et donc ça fait vraiment plaisir. On a souvent fustigé Hutter et ses troupes de pas réussir dans les grands matchs. On se rappelle très bien, il faut remonter en début de saison contre Lyon pour gagner contre un membre du top 6, du top 5. Et encore, c'était un Lyon malade, on le sait, avec toujours en période de transfert, avec plein de joueurs en instance. C'était très flou leur situation. Et donc voilà. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que finalement, dans ce scénario de match, on revit un petit peu les mêmes scènes que la saison dernière, avec un penalty raté en début de match et Nice qui vient te punir sur leur seule occasion.
Heureusement, ce n'était que vers la 35e, 37e, donc il y avait encore du temps derrière pour réajuster. Mais on a un penalty, et encore une fois, Marcin Bulka nous fait très mal. Il sort 3 pénaux consécutifs au Louis II. Voilà, donc ça c'est plutôt mon j'aime pas, et donc Mika Bierret, sa course et cet exercice-là du penalty. Donc sans transition, on va partir sur la compo. Pat, est-ce que selon toi c'était le meilleur 11 au vu des formes de chacun, des retours de sélection ou pas? Le meilleur 11, ça se discute avec potentiellement Vanderson qui est dans le 11 à la rigueur. Du coup, Singo à la place de Maussa, mais est-ce que ça change énormément de choses? Je suis même pas sûr. Mais sinon, c'est quasiment l'équipe qui était attendue. On savait que Balogun, ça risquait d'être un peu juste, même s'il avait joué avec les jeunes. C'est quand même pas non plus qu'il soit directement lancé titulaire. La presse hésitait entre Al-Musrati et Camara pour la deuxième place au milieu de terrain, mais bon voilà, ça paraît assez logique que ce soit Camara pour moi qui soit titulaire. Donc, pas de grosse surprise, je pense, oui, c'est à peu près le meilleur 11 qu'on pouvait aligner. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et puis on en parlait avec Flo lors du dernier débrief. En tout cas, moi je trouve que la paire Camara-Zakaria est beaucoup plus complémentaire que Al-Musrati-Zakaria. T'as plus de possibilités, plus de volume. Tant qu'on ne voit pas Salissou en défense, voilà, en gros c'est un peu ça l'idée. Je fais les absents, un absent par ligne, et du coup il manque Ben Seguir devant, parce que si tu veux jouer avec 2 attaquants, voilà, déjà tu es obligé de sacrifier un des 3 milieux offensifs, et même voilà, Minamino dans la hiérarchie est nettement au-dessus, et on a bien vu qu'en ce moment Ben Seguir il est un peu en train de griller ses chances. Donc tout à fait logique de le retrouver sur le banc, et que nos 2 milieux offensifs, les plus performants, à savoir Minamino et Akliouche, soient du coup sur le terrain. Du coup, on rentre dans le match, et on rentre plutôt bien d'ailleurs dans ce match. Tout de suite, voilà les bons ingrédients du pressing de tous les instants, avec la main mise un peu sur le ballon et l'occupation du terrain. Et on va très vite se créer des situations, et notamment provoquer du coup un penalty, Patrice. Ouais, du coup, c'est sur un très bon pressing, comme tu le dis, dans la surface, où on pousse l'adversaire à la faute. Biarritz arrive à faire que Santa Maria, du coup, fasse une première perte de balle, et derrière, sur le relais pour la passe pour Mbolo, Santa Maria fait une deuxième faute, et prend l'arrière de la jambe de Mbolo, l'empêchant de frapper, et du coup, penalty vraiment sans discussion, là, il y a rien à redire sur le penalty. Du coup, c'est Bierret qui va pour le tirer. Il a déjà marqué récemment là sur penalty. Bon, on s'est dit pas de souci normalement. Ouais, après c'est exactement, enfin ça me rappelle, c'est un copier-coller quasiment, même s'il est un peu plus tard, je crois. Il doit être plus vers le quart d'heure de jeu la saison dernière, avec cette faute sur Golovin. Mais là, voilà, c'est le même but sur la même cage, je veux dire, avec cette fois-ci un autre tireur que Folarin Balogun. Ça nous a marqué ce match avec ces 2 pénaux ratés. Et voilà, même donc Bierret s'élance, c'est la 5e minute, et Bulka part du bon côté, mais on peut dire que à partir du moment où le gardien part du bon côté, ce penalty-là, il est forcément stoppé. Parce qu'il est pas. Voilà, c'est. Ça. Après, il est bien tiré. Beaucoup l'ont comparé à ceux de Balogun. Balogun, non, ils sont à 1 mètre du poteau. Balogun, beaucoup. C'est mal tiré parce qu'il la met pas assez loin. Là, il l'a mis où il fallait. C'est juste qu'il n'y a pas de force dans sa frappe. Et donc, du coup, du moment que le gardien choisit le bon côté, comme tu le dis, c'est arrêté, quoi. Bon, j'ai vu que Pierre qui a balancé cette analyse, mais peut-être que sur les réseaux, oui, tu dis beaucoup. Sur les réseaux aussi, d'accord. Bon, après, c'est peut-être Pierre qui a créé plusieurs comptes, comme la PSG Army du digital. Mais ok, d'accord. Et donc voilà, dans la tête, c'est un peu dur, mais tout de suite, on remet quand même le pied sur le ballon, et on continue en fait dans cet élan. Je trouve que les joueurs, tu abdiques pas au bout de 5 minutes à cause d'un péno raté. Mais ça doit quand même un petit peu, tu vois, dans la tête des joueurs, il y avait principalement un peu quand même la majorité des acteurs qui étaient déjà là la saison dernière. Et donc Monaco qui continue de pousser et qui va se créer
plusieurs situations, notamment Minamino qui va faire une superbe frappe enroulée qui vient taper la barre. Pareil dans le quart d'heure. Et on a aussi Akliouche. Enfin voilà, il y a quand même une tendance qui se dégage, c'est qu'on est au-dessus et qu'on se crée plein de situations. Ah ouais, mais comme tu le dis, directement après le penalty, on arrive à se créer des grosses situations. Donc voilà, ça nous a pas stoppé. On a continué à appuyer. On voit pas Nice ressortir. En tout cas, ils ont pas d'action de leur côté. C'est nous qui appuyons. Boulka fait des très beaux arrêts. On touche et l'arrête, comme tu le dis, avec Minamino. On sent quand même qu'on a la capacité à pouvoir mettre ce premier but. On a beaucoup de projections et je vois surtout aussi Zakaria qui est au départ de pas mal d'actions et qu'on retrouve même dans la surface pour apporter du soutien et notamment il va faire un joli petit numéro où il se l'emmène très bien et où il va faire un petit piqué devant un défenseur et servir Akliouche qui là reprend aussi du gauche et s'est contré juste devant les cages. Il y a vraiment, enfin voilà, on est vraiment sur une domination nette et sans partage où on se dit bon là ça commence à faire trop dans le sens où on concrétise pas, on devrait mener minimum d'un but et ce n'est toujours pas le cas et malheureusement le traumatisme va de nouveau ressurgir puisque sur quasiment sa première occasion, il y avait une grosse frappe de Rosario qui était passée pas loin et une frappe cadrée de Boga que arrête en deux temps, mais Nice va ouvrir le score contre le cours du jeu. Patrice, si tu veux du coup revenir, ça faisait partie de ton j'aime pas. Du coup, c'est un centre de Klaus qui remet dans la surface et du coup, son centre rend parfait, ce qui va pile poil dans la course de Boga qui lui remonte tout seul, comme je le disais. Autour de lui, il y a vraiment personne à 3 mètres autour. Il permet vraiment de prendre tout le loisir de bien placer sa tête pour ajuster le cône. Et malheureusement, ouvrir le score contre le cours du jeu, parce que du coup, comme tu l'as dit, ils ont quasiment aucune grosse situation. Les frappes sont toutes très molles et dans les bras de cône. Pour moi, la seule grosse occasion qu'ils ont, c'est à la 30e, c'est quand Enrique fait un tacle dans la surface pour récupérer le ballon. Superbe retour. Pour Guessant. Là pour moi, si Enrique fait pas ce tacle-là, il y a vraiment une situation très très chaude en 1 contre 1. Où ça peut faire but, mais voilà, c'est vraiment la seule occasion qu'ils peuvent avoir et ils nous plantent. Là, juste avant la mi-temps, ça fait quand même bien mal à la tête, sachant que tu as eu plein de situations de mettre les buts, toi. Ouais, exactement. Et alors, du coup, moi, je reviens sur cette phase de jeu où tu as un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où c'est à la suite d'un corner, il y a une volonté de sortir et de se déployer en contre. Et du coup, on perd très vite le ballon et Nice va rechercher sur le côté avec Klaus qui adresse ce centre du coup parfait. Et là, effectivement, t'as Boga seul, t'as même Abdi, je crois, derrière. Enfin, c'est la première. Il y avait au moins 5 joueurs quand même niçois dans la surface. Je pense que c'est la seule fois où on les a vus. Dû au corner, comme tu le dis. Voilà, exactement. Et dû au fait que nous, nos offensifs ont voulu sortir, peut-être se projeter un peu trop vite et n'ont pas eu le temps vraiment de revenir. Et ce qui fait qu'il y a un problème. Il y a une équipe coupée en deux avec des défenseurs un peu sur le reculoir et qui gèrent mal aussi cette omniprésence. Donc, difficile d'incriminer. Oui et non, il y a toujours une part de responsabilité, mais je veux quand même souligner le fait que c'est une position assez délicate, je trouve, à gérer. Non, mais comme tu vois, j'incrimine personne parce qu'en fait, je sais même pas qui incriminer. Parce que du coup, je vois même pas qui pourrait être sur ce marquage-là. Tu vois, j'ai personne. C'est triste parce que le joueur est vraiment seul et ça paraît fou sur une phase de jeu là, de laisser un joueur fou. Mais je sais même pas qui ce serait plus un milieu défensif d'être un peu en position de sentir. Logiquement être le plus proche, mais je le vois même pas sur l'action. Je sais même pas s'il est vraiment si proche que ça. Donc non, il y a personne à incriminer. De toute façon, on le verra sur les flops. Il y a pas un joueur sur lequel j'appuie en disant c'est à cause de toi qu'on a mis le but. C'est juste la position des joueurs a fait que à ce moment-là, on n'a vraiment personne. Dans ce secteur de jeu, tout simplement. Et je disais, le traumatisme ressort d'autant plus que ce sont finalement les mêmes acteurs qui nous causent du tort si on doit calquer par rapport au match aller de la saison dernière, puisque Boulka arrête le péno en première et Jérémy Boga qui au passage marque son premier but de la saison contre nous. Ça me fait penser aussi à qui
à Altamari, qui évidemment n'a toujours pas remarqué et n'avait pas marqué avant nous. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais donc voilà, Nice rentre au vestiaire avec beaucoup de réussite, puisqu'il se retrouve devant au tableau d'affichage, devant au classement aussi. À ce moment-là, Nice est deuxième, nous met 3 points et c'est délicat. Donc heureusement. Je sais pas trop Hutter au niveau du discours, ce qu'il a à dire, parce que dans le sens où la première mi-temps est quand même très bonne et on est au-dessus, donc normalement il faudrait juste dire les gars c'est super, faut continuer, et c'est ce qui se passe finalement. On rentre dans la seconde mi-temps avec les mêmes intentions finalement que la première, avec autant on va dire de situations, de maîtrise, de domination territoriale en tout cas, puisqu'on occupe beaucoup le camp niçois, et eux ont très peu de situations, et ça va se concrétiser du coup par une égalisation assez rapide finalement, puisque 10 minutes après la reprise, Patrice Bierret va pouvoir marquer son but, se rattraper. Une très belle action construite où Camara fait la bonne passe qui casse les lignes, comme disaient les commentateurs d'Azen. Sur Akliouche qui intelligemment la remet vraiment très rapidement, une petite touche de balle sur Biarritz qui est dans la surface, pas de marquage sur lui, a le loisir de vraiment bien mettre une bonne frappe, une bonne praline comme on les aime. Et là Boulka, même s'il est plutôt bien positionné par rapport à l'attaquant, ça va trop vite, c'est trop fort, c'est surtout trop haut. Même s'il met sa main et qu'il la touche, ça suffit pas et ça rentre quasiment dans la lucarne. Ouais, il joue le premier poteau. Souvent, on l'a vu croiser dans cette situation-là. Je me rappelle de buts à Rennes, enfin tous ces buts à domicile, il y a souvent eu cette occasion-là. Là, justement, il vient jouer la plus courte distance, le premier poteau, fort, en levant son ballon. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est tout. Enfin, faut revoir l'attitude. Sa première touche de balle à Bierret. Alors, il y a cette petite déviation subtile, tu l'as bien souligné, d'Akliouche qui est très belle et qui, du coup, donne tout le temps et tout le loisir à Bierret de pouvoir se l'emmener convenablement et d'enchaîner sur une frappe. Mais la première touche de Bierret, il se met dans un fauteuil pour pouvoir la reprendre et frapper tout de suite et être dans les meilleures dispositions. Donc, c'est vraiment très propre et c'est amplement mérité. Et on n'a pas la petite célébration qu'on connaît bien de Wissam, Feu Wissam, mais du coup on a Bierret qui fait ses petits trucs et qui vient stoïque devant le virage niçois, on va dire, le virage visiteur, est totalement acquis à la cause niçoise, presque 50% du stade, et qui vient les défier du regard. Donc c'est reparti. On a tout de suite les joueurs qui célèbrent le but évidemment, mais qui ont tout de suite cette volonté de attends, on va chercher le ballon et on est au-dessus, on y va, on remet le pied sur l'accélérateur. Là, on a comblé le retard, c'est le minimum syndical, mais on doit aller chercher plus. Et du coup, Nice n'existe pas. Ils n'ont pas une situation de frappe dangereuse en fait sur toute cette seconde période. Je vois pas que faire un arrêt. Non, il n'y a aucune situation dangereuse quasiment sur toute la deuxième période. Un peu plus sur la fin de match, on va un peu plus lâcher le ballon sous chance physiquement après avoir enfin repris l'avantage, on est un peu plus fatigué. Et là, ils ont plus le ballon, mais ils en font pas non plus grand-chose. Mais sinon, comme tu le dis, là, sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils voient pas le jour. C'est nous qui avons le ballon, c'est nous qui avons les occasions. Voilà. Juste après le but, on a une grosse situation d'Akliouche. Sur une passe coupée par Minamino qui joue rapidement sur Bierret qui met dans la course de Akliouche qui part au face-à-face mais qui tente, je pense, un petit ballon piqué il tente une petite feinte sur elle est à ras de terre, mais après il y a le retour quand même de deux défenseurs, je pense qui l'enferme un petit peu sur le côté. C'est dommage à ce moment parce qu'il y a toujours 1-1 et du coup, là c'est une grosse situation encore une situation où Boulka sort finalement victorieux donc parce qu'en première on n'a pas évoqué toutes les situations, mais là on sort encore une belle en fin de première, sur Akliouche d'ailleurs en plus. Donc oui, c'est sûr que là dans le duel Boulka-Akliouche, c'est un très bon gardien.
C'est vraiment le type de gardien qu'il nous faudrait si on voulait n'a pas le bon aspirer polonais. à mieux. Ouais, effectivement. Mais voilà, tu fais bien de revenir sur cette situation dangereuse. Il y a encore d'autres possibilités. Avec Embolo qui fait un déménagement total, hein, dans la défense niçoise, et puis je voulais surtout souligner le fait, avant même ce deuxième but, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, de créer des déséquilibres et de se projeter. Et donc, on y vient avec ce deuxième but libérateur d'un joueur peut-être qu'on n'attendait plus. On se disait finalement, on avait fait un scénario un peu où Embolo pouvait se racheter entièrement s'il nous sortait les buts qu'il faut dans les matchs importants. Et là, on peut le dire, celui-ci, il donne 3 points finalement. Surtout qu'il est pas loin de sortir, hein, parce que on voit Balogun, il est prêt à rentrer, et du coup, Balogun est temporisé parce que Biarritz fait des signes comme quoi il voudrait sortir, donc du coup, Hutter est en train de réfléchir à ses plans, et il ne sort pas Embolo à ce moment-là. Et c'est vraiment sur l'action qui continue qui va mettre son but, quoi, sur encore une passe d'Akliouche, qui le lance dans la surface. Et pourtant, c'est encore assez anecdotique, parce que là, il y a au moins 3 joueurs, j'ai l'impression, sur Embolo. On est quand même très loin de se dire qu'il y a une situation de but, et pourtant, le bulldozer, il avance, il a passé tous les défenseurs, se retrouver en face à face avec Boulka, et du coup faire une belle finition, quoi. Mais pour moi là il s'est fait vraiment le but tout seul, quoi, parce qu'il est allé en force, au forceps, mettre ce but. Ouais, et dans la finition, la frappe est claire et limpide. Il lave bien son ballon, il la place bien. Il se réajuste bien en fait au niveau des appuis parce qu'il est un petit peu déséquilibré, mais il plante bien, en tout cas, il ancre bien son pied d'appui dans le sol et il peut du coup enchaîner avec une belle frappe. Et là encore, il y a un joli jeu encore de combinaison, de petites touches dans l'intérieur, un peu comme dans le premier but, hein, où les 3 se cherchent très souvent, cherchent à jouer en une touche. Même Minamino sait très bien le faire aussi. On sent que c'est vraiment en tout cas des schémas pensés et travaillés, je pense, à l'entraînement, parce que c'est très très souvent qu'on retrouve ça, ces petits jeux de déviation rapide en une touche dans la surface, altruiste, où on cherche un coéquipier, peut-être même des fois trop, hein, parce qu'avant ce but-là, il y avait encore une situation très bien amenée entre Akliouche et Embolo, et Embolo remettait à Akliouche qui n'a pas réussi à frapper, parce qu'il a voulu faire le dribble de trop. Mais en tout cas, nos milieux ont toujours cette tendance de venir encore à l'intérieur. Des fois, on se dit ça rajoute peut-être même un peu trop parce qu'on joue trop dans l'axe. Mais voilà, ils le font super bien. Akliouche des zones est tout le temps aspiré par l'intérieur. On le retrouve presque en numéro 10, hein, bien souvent, plus que Minamino sur ce match-là. Et ce que je trouve assez aussi bizarre au niveau de l'équilibre tactique, c'est-à-dire que Akliouche fait ça, mais c'est pas pour autant que Singo prenait son couloir. Justement, Singo, on l'a moins vu offensivement que Caio Henrique. Donc il y avait, je pense, vraiment des consignes entre les deux. Il y en avait un qui sortait beaucoup plus que l'autre. Mais généralement, quand ton milieu repique vraiment dans l'intérieur, c'est aussi pour laisser l'espace à Singo, qui là, on l'a pas vu une seule fois centrer. Enfin, je veux dire, être en position de centre, tu sais, sur la ligne de touche. Au contraire de Caio, mais ça a bien fonctionné. C'est une volonté, parce que c'est pas pour rien que Vanderson joue pas ce match. S'il y a Singo, c'est justement pour ça. C'est le plan de Hutter, c'est d'avoir, à mon avis, peut-être toujours 3 défenseurs derrière, laisser le champ libre pour Henrique, et que du coup que Singo lui monte pas trop haut, et du coup Vanderson lui aurait été plus aspiré, moins défensif que Singo. Clairement une tactique, ça. Et donc voilà, Monaco qui reprend l'avantage à la 73e, et effectivement, ironie du sort, on savait pas trop si c'était Embolo qui devait sortir au profit de Balogun, et tout de suite dans la foulée, du coup, on a Hutter qui procède au premier changement avec du coup la sortie de Mika Biarret au profit donc de Balogun, et on a ça c'est le premier changement. On a vu Biarret par terre, presque, je sais pas s'il avait des crampes ou pas, et au final c'est Embolo qui va pouvoir tenir la fin de match et le retour du coup de Balogun,
le deuxième retour de la saison, hein, puisqu'on se rappelle, il y avait eu cette blessure à Rennes, un superbe match d'ailleurs de l'équipe, enfin en tout cas de Balogun, hein, qui avait marqué un super but, mais qui s'était blessé à l'épaule. On avait décidé de pas l'opérer, d'attendre, et il revient 1 mois et demi après, 2 mois en décembre, et finalement retour avorté, on va dire. Enfin, et là il y a l'opération qui se fait, donc voilà, c'est le retour sur les terrains en tout cas depuis décembre pour Balogun. Une saison où on l'aura pas trop vu, mais en tout cas j'ai bien aimé son entrée. Il va se créer plusieurs situations, et justement on va jouer sur sa rapidité, sa fraîcheur, et l'arrière-garde vieillissante niçoise avec Dante surtout, ou même les autres, hein. Bon, Bito, ils sont plus jeunes, peut-être un peu plus rapides, mais la différence vraiment se faisait au niveau de la vitesse là-dessus, ça s'est vu. Il va se créer une occasion où il va frapper pied gauche, ça va aller dans le petit filet, un peu dans la même position qu'à Kliouche, un peu désaxé. Et on a une fin de match finalement plutôt tranquille, où Nice va faire entrer aussi du sang frais avec Diop et Tom Louchet, mais il va rien se passer. Il y a Mofi aussi qui revient. Mbolo sort pour Golovin, ça y est, lui aussi un retour, et Crépin Diatta qui remplace Minamino. Donc en fait, quasiment tout le monde devant, sauf Akliouche, est sorti pour du pressing aussi, pour gêner les premières relances, et finalement on va très bien gérer cette fin de match. Al Mousrati aussi rentrera à la 89e pour faire souffler Camara, et malgré les 7 minutes de temps additionnel, on a un fait de match, bon, on le prend. Ça reste un fait de match, hein, quand même. Ouais, voilà, avec du coup je te laisse en parler. Mais juste pour venir sur les remplacements, 2 choses à retenir quand même, c'est d'une, Diatta qui rentre en offensif. C'est quand même très longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là. D'habitude, il remplace toujours un latéral. Et la deuxième chose, ça m'a surpris, Hutter n'a pas fait entrer un défenseur central sur la fin de match. D'habitude, à chaque fois qu'on est en train de tenir le score, qu'il veut sauver le score, il nous fait toujours entrer un défenseur central pour passer une défense à 5. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Et au moins, c'est pas pris un but casquette. On apprend peut-être de ses erreurs. Ouais. Alors. Et donc, du coup, oui, je me rappelle plus qui c'est qui récupère le ballon et qui lance aussi bien à Kliouche dans la profondeur. Sur cette faute, du coup. Mais voilà, Kliouche part tout seul, il est en 1 contre 1 avec Dante, et il le prend clairement très rapidement de vitesse. On sent que du coup que Dante n'arrivera pas de toute façon à tenir. Et il y a un micro-contact, faut pas se mentir en plus, où le genou de Dante touche à Kliouche, qui le déséquilibre. Et bon, il y a rien à dire sur penalty, il y a penalty, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose pour Dante. Dernier défenseur, forcément, il prend le carton rouge. Et est-ce que vaut mieux ça que un face-à-face? Ouais, au moment où il y a eu l'action, j'ai dit très bien joué de la Kliouche d'avoir réussi à avoir ça, parce que pour moi, je préfère un carton rouge qui va suspendre Dante sur le prochain match que mettre le 3-1 qui, de toute façon, à ce moment-là du match, je pense que c'est pas. Tu vois, ils vont jouer un de moins, ils ont un but à rattraper, il reste quasiment plus de temps de jeu. Je préfère pénaliser Nice sur un match de plus dans la course. Ah ouais, toi tu penses au prochain match, quoi. Ouais, c'est pas on prend les matchs les uns après les autres. Ok, d'accord. Est très important pour leur défense quand même. Alors moi, avant même de penser au prochain match, je pensais surtout à cette fin de match, et j'ai eu la même réaction de toi, en mode ouais, en fait je prends. Je prends dans le sens où on s'assure, enfin on gagne en tranquillité, on s'assure il y a quand même 7 minutes, tu te dis bon, voilà, il y aura un mec de moins, même s'ils veulent tout jouer pour l'attaque. Une situation de contre comme Akliouche, je viens de l'avoir à l'instant, il y a moyen qu'on ait possibilité de s'en recréer une exactement la même. Et puis voilà, moi j'ai pensé d'abord vision très court terme aux 7 minutes, j'ai pas pensé au match d'après, au fait qu'il manque Dante, mais voilà, finalement je prends parce que ça, voilà, encore une fois, tu gagnes peut-être en tranquillité, en sérénité sur cette fin de match, sachant qu'ils n'ont pas été dangereux une seule fois durant ce second acte. Sachant qu'ils avaient déjà fait le remplacement de Bombito, c'est-à-dire qu'ils avaient sorti leur défense à 3 était repassée à une défense à 2. Et donc du coup là tu perds Dante en plus, donc tu te retrouves avec une défense à 1. Et t'as plus de changement pour remettre un 10e défenseur, mais donc clairement c'est favorable pour nous, comme tu le dis, sur des contre-attaques, il n'y a plus personne derrière, quoi, ou alors des joueurs qui sont pas habitués à être des défenseurs.
Et du coup, fin du match, le Louis II évidemment acquis à la cause des Monégasques. Les Niçois sont repartis au fur et à mesure. Il y en avait pas mal en première et en seconde aussi. Mais donc voilà, ça fait du bien. On se souvient du match aller, défaite quand même qui était assez dure à digérer et qui a un peu le début finalement on retombe dans le travers. On pensait être épargné. On était épargné un peu par tout ça avec ce début de saison un peu idyllique entre quand on jonglait entre Ligue des Champions, championnat, tout se passait super bien. Et puis il y a eu ce match qui pour moi est un peu l'élément déclencheur finalement et on retombe un peu dans nos travers et qui coïncide avec toute cette mauvaise passe par la suite. Bref, ça fait du bien et encore une fois c'est des derbies toutes les saisons. Souvent il y en a on arrive à se partager les points sur la saison, c'est-à-dire souvent il y a une équipe qui gagne ou alors en tout cas c'est rare que la même équipe remporte les deux, à moins que ce soit Monaco, puisque c'est Monaco qui l'avait fait la dernière fois, mais en ce moment voilà il y a quand même un petit partage des points, une équipe gagne chez l'autre, voilà, mais nous là on a cette fois-ci chaque équipe à la maison, oui. Voilà, chaque équipe à domicile a fait régner l'ordre. Donc Monaco sort victorieux et récupère la seconde place de Ligue 1 qu'on n'avait pas vue depuis belle lurette, puisque dans le même temps, et ça nous permet d'enchaîner sur notre débat, ça va être la meilleure opération du week-end, quoi qu'il se passe. Elle est dans l'escarcelle des Monégasques, puisque il y avait un affrontement Strasbourg-Lyon. En fait, c'est un week-end charnière et crucial. On a dit, au retour de trêve internationale, le début du sprint final. Et en fait, on a beaucoup d'équipes qui jouent les premiers rôles qui s'affrontent. Il y a eu un Strasbourg-Lyon qui a vu Strasbourg gagner haut la main 4-2, qui fait que Strasbourg intègre vraiment la course à la Ligue des Champions. Et plus tôt dans l'après-midi, on avait un Reims-Marseille, sur le papier affiche totalement déséquilibré entre le deuxième et une équipe qui met plus un pied devant l'autre. Il devait être 17e je crois, enfin non, ils étaient 16e, la grande surprise, Reims est sorti victorieux de ce match, donc il y avait la possibilité de reprendre cette deuxième place, en tout cas pour le vainqueur de Monaco-Nice, et c'est chose faite du coup. Monaco est deuxième à l'heure actuelle et finira deuxième, en tout cas à la fin de cette journée. Patrice, l'état des lieux là que tu fais du coup en ce début de sprint final, est-ce que cette victoire pour toi elle déclenche vraiment quelque chose et elle t'inspire confiance pour la fin de saison? Ah bah oui, parce que tu gagnes enfin un match contre un club concurrent qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, comme tu disais, je crois en intro, face à Lyon, quoi. Ouais. Le reste, c'était des matchs nuls ou des défaites. Même quand tu joues les gros cadors européens, c'est pareil, on avait vraiment du mal à faire des résultats. Il a fallu un carton rouge du Barça pour aller faire un résultat là. Il y a le match de l'Aston Villa, on peut débattre si c'est une grosse équipe ou pas. Mais cette saison, on a vraiment eu du mal. Donc là, enfin, tu tiens. En plus, c'est pas une victoire où tu as du mal à aller chercher. Là, tu la mérites complètement, quoi. De A à Z, tu as fait un très gros match. Mine de rien, tu es en forme parce que là, tu es sur 4 matchs où tu as fait un match nul et 3 victoires. Et tous tes adversaires, c'est un peu catastrophique, justement. Parce que tu regardes Marseille, ils sont sur 3 défaites de suite. Nice, pareil, 3 matchs où ils n'ont pas gagné. T'as l'ascendant moral, à mon avis, sur tes adversaires en ce moment. Tu les rencontres tous, mais en plus, tu les joues à domicile, donc ce qui est plus favorable parce qu'on fait de très bons résultats à domicile cette saison. Donc, ouais, je pense que là, on est bien parti pour en tout cas conserver cette 2 voire 3e place. Parce que bon, après, soit 2 ou 3e, ça change pas non plus tant que ça. Ce qu'on veut, nous, c'est la Ligue des Champions. Ouais, exactement. Gagner 5 millions de plus ce côté 2e, c'est pas non plus ce qui nous fait vibrer en tant que supporter. Donc, ouais. On veut la qualif directe, parce qu'on le répète, direct, on a toujours ces 4 positions maintenant, c'est un peu plus large, ça offre plus de possibilités. Merci le coefficient UEFA, cher à bon nombre de représentants de Radio Diagonale. Mais du coup, la 4e place, c'est un tour préliminaire et on sait, même si je pense qu'il est un peu plus soft, quand je vois les affrontements, enfin que Lille a dû, il y a quand même eu le Fener, mais bon, voilà, si on peut s'éviter ça, on sait, il y a un trauma, donc très clairement, 2e, je te rejoins en 2e ou 3e, tant que tu as la qualif directe, c'est bon.
On Puis ça prend, joue sur enfin, ta saison. Mine de rien, ça joue sur ta saison, ça te fatigue, c'est super compliqué. oui. Alors, regarde Lille, hein, ils ont une superbe équipe, ils font quand même de très bons résultats cette saison, mais pourtant en Ligue 1, ils patinent, parce qu'à un moment donné, bah, physiquement, c'est dur de tenir comme ça toute une saison en jouant en plus une Ligue des Champions où tu as 8 matchs Et, maintenant. et pourtant, ils étaient dans le Final 8, donc c'est-à-dire pas de barrage de Ligue des Champions, donc un peu de fraîcheur. Mais bon, ça les a pas empêchés de se viander en Coupe de France, et voilà, donc bref, ouais, ouais. Euh, on parle de Lille, ça va être le match de clôture aussi, il y a Lille-Lens, donc possibilité que Lille laisse des points, que Lens se relance aussi, même si, bon, là, clairement, donc Monaco est deuxième avec 50 points, je vous invite à regarder le classement, ça sera même plus sympa pour vous, plutôt que d'entendre tous ces chiffres, mais en gros, on se tient en un mouchoir de poche, on a quand même mis Lyon à 5 points qui est 6e, et bah voilà, il y a un point d'avance sur Marseille et 3 sur Nice. Le goal average va un petit peu mieux, un plus 20 aussi, qui est plus plus révélateur. De tous nos poursuites. Oui, Après, oui, ça ouais. joue pas grand-chose, hein, Ça se joue à 2 buts par buts. rapport à Marseille-Nice. Mais voilà, quand tu vois la prestation de Nice hier, tu te dis, ok, donc ça c'est un prétendant au podium, qui propose ça. Bon, moi ça me fait relativiser, enfin en tout cas, ça me permet de reconsidérer un peu et peut-être de réévaluer nos forces, dans le sens où on dégage quand même quelque chose d'assez impressionnant en termes de pressing, d'arsenal offensif aussi. Et je me dis que voilà, ça pour moi, on doit filer tout droit sur la qualif directe. De toute façon, c'est l'objectif du club. Et tu l'as dit, on va recevoir du coup Lyon, Marseille et Strasbourg. Hein, ça fait partie. Enfin, on a quand même un calendrier qui est assez délicat. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des rencontres faciles, hein, à savoir déplacement au Havre et déplacement à Saint-Étienne. Mais le reste, les 5 autres, c'est du coup un déplacement à Brest, pas forcément évident. On a du coup la réception de Marseille, la réception de Strasbourg, réception de Lyon. Il y a un déplacement à Lens. Donc voilà, sont les 7 matchs qui nous restent pour finir. Ouais, effectivement, c'est bon, il y a plus Ganago. Donc ça devrait aller. Et puis en ce moment, enfin dernièrement à Lens, on s'en sort plutôt bien. Donc voilà. Dites-nous vous comment est-ce que vous êtes plutôt optimiste. Enfin voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part un peu de vos impressions, mais en tout cas c'est sûr qu'au lendemain de cette victoire, c'est une ode à l'optimisme et on y croit. Voilà, il reste quand même des matchs très très importants, Marseille-Lyon, hein, surtout, qu'il faudra bien négocier. Top et flop, Patrice. Ouais, bah les tops ils sont assez simples à deviner, hein, surtout avec le match qu'il nous fait avec Cliouche. Il nous a encore posé 2 passes décisives, vraiment des très belles passes décisives. Bah, surtout la première, la deuxième, un peu moins probable que ça finisse en but, mais il en est à 10, mine de rien, cette saison. Pas mal. 8 en championnat, ouais. Très très bon, même au-delà de ça, il fait vraiment un très très bon match. C'est lui qui est un peu le métronome de l'équipe, c'est lui qui est toujours dans les actions qu'on a, il est toujours dedans, que ce soit sur la finition, sur les frappes, ou sur le 1 contre 1 contre Boulka, dans la passe, dans la construction, dans les avant-dernières passes, il est toujours là, c'est vraiment notre métronome. Vraiment très très important en ce moment pour l'équipe. Dommage pour la finition, forcément, parce que du coup, il a 2 grosses occasions. La première, il frappe sur Boulka. La deuxième, il rate son face-à-face en tentant une petite feinte sur lui. Donc voilà, c'est le petit défaut qu'il va y avoir sur ce match, c'est ça. Mais sinon, dans le reste du match, il est trop précieux, trop intéressant, quoi. J'appuyais sur la stat en Ligue 1, il a 8 passes. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il aille chercher ce trophée de meilleur passeur. Ok, c'est peut-être un peu anecdotique, mais je trouve, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gars qui occupe la première place dans un classement personnel, individuel, que ce soit but ou passe décisive. Là, il est qu'à une longueur finalement de Cherki et je ne sais plus qui est l'autre en tête. Mais voilà, ce serait bien pour lui. Et effectivement, Cliouche, encore une prestation pas XXL, mais en fait ça devient même un standard, ce type de rencontre, ce type de copie qu'il nous rend. On commence à s'y habituer et ça devient presque la norme
Donc c'est très fort. Et ce qui est fort aussi, c'est que c'est le seul offensif qui va terminer le match et il a vraiment la caisse en fait. Il a vraiment le coffre. Maintenant qu'on arrive en plus sur des semaines allégées avec une seule rencontre à disputer, bon voilà, il va au bout et puis c'est encore lui qui va provoquer ce rouge, qui lance cette contre-attaque et qui peut aller au bout. Enfin voilà, il a toujours du jus, de l'énergie à revendre. Donc non, c'est très fort. J'ai noté un gros match de Zakaria, pas loin derrière. Moi, je mets Zakaria en top parce que encore il faut croire que les matchs contre Nice ou les matchs importants, ça lui tient à cœur. Voilà, notre capitaine parfait dans le dépassement de fonction, dans l'apport, dans vraiment plein de choses. Et même Camara a été bon. J'ai trouvé assez juste, assez propre dans ce qu'il a voulu faire, dans ce qu'il a tenté. Voilà un peu pour ce qui est des tops. Et je mettrai une mention à Caio Henrique, qui a fait le boulot défensivement aussi. T'as parlé de ce retour en première période, ce tacle dans la surface sur Guessant qui était très très à propos. Et en fin de match aussi, il va nous faire gagner du temps, la jouer intelligemment, en allant chercher une touche, en jouant le compte sur Mofi. Enfin, ce n'est qu'un détail, mais en fait, c'est important et ça veut dire aussi que la technique revient et j'ai l'impression qu'on le retrouve petit à petit. Il était au fond du seau et j'ai l'impression qu'il revient. Donc voilà, j'ai envie de croire en tout cas au renouveau de Caio pour cette fin de saison. En flop, quand même. Ouais, il en a mis. Ouais. Qui ont mis. C'est pas qu'ils sont ratés, c'est qu'ils sont en dehors du terrain. Ouais, même derrière la cage. Voilà, ouais, exactement. Voilà, on n'est pas habitué. 2-3 qui ont été derrière la cage, ça c'est un peu plus problématique que le raté. Ouais. Pour revenir sur tes tops sur Zakaria, ça fait longtemps que je l'avais pas vu sur un terrain. Effectivement, il est sur le terrain, il joue, mais on ne le voit pas. Il fait son rôle un peu de sentinelle, il fait les transitions et tout, mais on le voyait pas prendre le ballon, le porter, faire ses offensifs comme il fait. Son rôle un peu de box-to-box, quoi. Oui. Ah ouais. Et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, quoi. Et ça fait plaisir de le retrouver un petit peu. J'ai l'impression qu'il était un peu cramé, mais là, ça fait plaisir de le revoir. Et moi, je rajouterais quand même Biret dans le lot. Parce que même s'il rate ce penalty, s'il enlève ça, le reste de son match, il est quand même super, quoi. Parce que pareil, lui aussi, sur toutes les occasions, il est là pour faire la passe. Sur le penalty, il est là pour créer ce penalty, parce que c'est lui qui va au pressing et qui pousse à la faute. Sur l'action d'Akliouche, il est aussi sur le relais, c'est lui qui le lance. Sur pas mal d'occasions, il est là, quoi. Le bout d'occasion qu'il a, il va te mettre une frappe, il va te mettre un but. Le mec, il est à quoi, 12 buts? Il est à 12 buts en une demi-saison. Le mec, chaque match qu'il a joué à Monaco, en 10 matchs ou 11 matchs, du coup. Ouais. Son 10e match en Ligue 1, je crois. C'est impressionnant, quoi. J'en reviens à me demander, mais qu'est-ce qu'il fout chez nous, quoi? Qu'est-ce que ce mec, comment ça se fait qu'il n'y a aucun autre club? Là, il faut dire bravo à la cellule. Ouais, je regardais les stats qu'il avait à Graz juste avant de venir chez nous, mais même avant de venir chez nous, il était sur une série de buts passes décisives tous les matchs qui est déjà folle, quoi. Ouais. Je me dis, putain, mais c'est bravo au club d'avoir réussi à choper ce joueur pour un prix qui est pas si ouf, parce que là, on a un serial buteur. Alors, je sais pas si ça va poursuivre, qu'on va l'année prochaine avoir le même joueur, ou s'il va nous faire une Gelson Martins où il fait un début en fanfare et puis derrière ça s'écrase, quoi. Mais c'est complètement fou ce qu'il fait, et j'espère vraiment que ça va continuer, parce que ça fait plaisir de retrouver enfin un vrai buteur, quoi. Et du coup, depuis Falcao, Ben Yedder, qu'on n'en avait plus, et clairement, là, pour moi, il est du même niveau que ça, quoi. Ouais, tu prends un joueur qui est en confiance, qui a empilé, statistiquement, qui était impressionnant à Grasse, et en fait, il continue sur cette dynamique-là. C'est un peu comme un Gyökeres ou un Haaland, toute proportion gardée, mais c'est un gars qui arrive à empiler les buts et qui, en plus de ça, vraiment dans le jeu apporte. Haaland dans le jeu, je trouve peut-être qu'il apporte moins, mais Gyökeres, donc le joueur du Sporting, il est très très fort aussi là-dessus dans le jeu et dans ce qu'il arrive à créer. C'est vraiment un profil de joueur, mais c'est magnifique ce qu'a fait la cellule de recrutement. Faut dire bravo. Et donc c'était bien son 10e match de Ligue 1 et il en est à 12 buts maintenant. Donc il doit pas être loin maintenant du top 3. Ça devient le meilleur buteur après 10 rencontres de Ligue 1 sur la période. Il y avait 4 joueurs à 11. Donc là, maintenant, il
il vient de rentrer dans le palmarès de la Ligue 1. Le gars découvre la Ligue 1. Il est là depuis 3 mois et il vient de tout casser. Donc, félicitations à Mika. Puis voilà, dans le comportement, l'état d'esprit, on en parlait. C'est une perle rare. Tu parles de Biret, on peut également alors mentionner Mbolo. Il marque ce but-là et il te fait gagner. Et en plus de ça, il pourrait presque même être MVP parce qu'il a lancé un gros Nissa Merda. Il allait chercher la petite vache Nissa Merda auprès des Ultras. C'est très fort. Ça, on n'a pas évoqué des scènes un petit peu de liesse de fin de match. Ça fait aussi longtemps. On sent que c'est un soulagement pour les joueurs de pouvoir vivre ces moments-là aussi à domicile avec nos Ultras. Donc c'est cool. Non, c'est vraiment des belles images et une très belle soirée. Au-delà même du comptable, mais émotionnellement, et ce qu'on a pu voir, c'est top. Il fait une bonne deuxième mi-temps, en plus il met son but. Par contre, sa première mi-temps, pour moi, elle reste quand même catastrophique. En première mi-temps, je pense même que Balogun peut rentrer à la mi-temps. À ce point, ouais. Ouais. Tu regardes les stats, mais il perd tous les ballons, tous ces oui, j'ai vu les ballons perdus. Ouais. Ouais. Alors, tous les ballons qu'il reçoit en pivot, il les a perdus. À chaque fois, il essayait de se retourner, il se faisait prendre le ballon, il essayait de faire la passe, c'était trop tard, il y avait un pied qui le prenait. À la mi-temps, il a 12 ballons perdus, alors qu'il en a touché 18, je crois. Donc sa première mi-temps est vraiment catastrophique. Il provoque le péno. Enfin, c'est surtout Biret qui amorce ça. La deuxième mi-temps, il se reprend beaucoup plus, il joue plus en rôle de pivot, en rôle de bulldozer, où il perd pas les ballons. Là, il est beaucoup plus intéressant. Mais première mi-temps, je suis quasiment certain que... T'as presque envie de le sortir. Ouais. Je pensais que vu que Balogun avait une mi-temps dans les jambes, je pensais qu'il allait rentrer à ce moment-là. Ça m'a un peu surpris de ne pas avoir de changement à la mi-temps. Et bien joué de la part du parce qu'il fait une très bonne deuxième mi-temps. Au-delà même de son but, derrière, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il propose sur la deuxième mi-temps. Ok. Bon, j'en profite, je fais pas du placement de produit, je suis pas du tout influenceur, mais vous voyez là, je porte cette magnifique tunique du centenaire, c'est du coup mon premier débrief avec, et voilà, pour ceux qui s'indignaient du fait qu'il n'y ait pas de deuxième vague, voilà, vous inquiétez pas, sur Kappa, vous pouvez le trouver, voilà, ça c'est fait. On vous donne le code promo, non je déconne. 90 €, je crois. Ouais, 90. C'est très très cher pour moi. Bon, je l'ai touché à 80 grâce à un petit code. Mais oui, ça reste quand même pour 80 balles quand tu vois comment c'est posé ça, on dirait presque un autocollant. Enfin bon, c'est très vilain. Faut doser un peu. De fin de saison, de solde où t'as les maillots de Monaco, tu les touches pas cher quoi. Ils doivent être à 35-40 € maintenant le prix du maillot de la saison quoi. Oui. À la boutique. Ça fait chier que ce maillot-là qu'on a tous un peu envie d'avoir, il le laisse au prix maximum quasiment quoi. Ouais, mais bon, ça c'est la rareté, évidemment. Donc voilà. Mais je suis bien content de l'avoir. Bref, les pronos. Flo était parti sur une vraie prise de risque, contrairement à tous les paris de Damien qui sont foireux en plus. Il avait balancé un 2-2, assez couillu, assez osé. Bon bah c'est raté, c'est 2-1. Et moi de mon côté, j'avais misé sur un rouge. Et voilà, donc merci à Cliouche et Dante. À la 90e, passe au ras des pâquerettes, mais ça passe. Donc le prono est validé une fois de plus. On verra, on fera les comptes en fin de saison. Prochaine rencontre, c'est le déplacement à Brest. Ce sera samedi à 19h sur DAZN. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage chez les Corsaires, chez les Tibraises ? Je vais pas dire victoire à l'extérieur, si tu vas me tailler encore, parce que j'ai dit victoire à l'extérieur. Sur le dernier débrief, vous m'avez bien allumé là-dessus. Alors que clairement, j'avais dit ça parce qu'on n'avait pas gagné un match à l'extérieur depuis 10 ans. Quoi. Ouais, mais pas facile d'aller à Angers. Ouais, en plus. Non, là, je vais partir sur la titularisation de Balogun. Je ne saurais pas dire lequel de nos deux attaquants va sauter. Mais je pense que là, on va le retrouver titulaire sur ce match. Petite plus de risque, parce que on peut très bien aussi aligner exactement le même 11 pour essayer de jouer sur son bon résultat et d'enchaîner. Quoi. Mais ouais, je pense que ça va être le moment de le relancer. Et je suis curieux de voir qui c'est qui sauterait dans ce cas-là. Ok. Moi, j'hésite entre le match nul et un but d'un défenseur. Et je vais partir sur le but d'un défenseur. Donc j'inclus les 4 de derrière pour un peu me donner plus de chance. Voilà. Bon bah écoute Patrice, je crois qu'on a fait le tour. Quelque chose à rajouter sur le match? Non, c'est bon, Non, on va savourer là pendant toute la semaine et profiter d'une ça fait du bien victoire sur le derby, d'une deuxième place avant
prochaine rencontre, ça fait du bien, en effet. Des belles images plein la tête. N'hésitez pas à aller brancher les Niçois. Allez-y, fanfaronnez bien sur Twitter, sur les réseaux. Vous avez le droit. On est devant. Comme je le disais, prochain match, ce déplacement à Brest, samedi 19h. L'occasion de se retrouver pour un prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagui Mounigou. Et bisous.